Bonjour, bienvenue à nouveau sur la chaîne Psychanalyse et Marionnettes. Nous trois, aujourd'hui, on va vous parler du danger, de la peur et du déni. La peur en psychanalyse, elle s'invite souvent. Certains patients y viennent pour des crises d'angoisse, des crises de panique, voire des peurs de mourir, sans comprendre du tout ce qui se passe. Et puis, il y en a d'autres qui viennent pour une anxiété permanente, ou ils sont complètement paralysés, et même ça peut aller jusqu'à des phobies. Sans compter tous ceux qui viennent pour toutes sortes de raisons, et où tout à coup, au cours de l'analyse, va se révéler un déni des dangers précédemment encourus. Car le danger, ça existe, qu'il soit perçu ou non. Oh, Zoé, moi j'avais pas réalisé à quel point c'était un sujet pour vous les analystes et pour nous les patients que la peur et le danger. Et même, Clément, la peur, ça peut aller jusqu'à la terreur. Pierre Delaunay, je vous ai déjà entendu parler de la terreur. Oui, Zoé. Longtemps, on a cru que la psychanalyse ne devait s'occuper que de l'angoisse. Mais maintenant, on sait, en tout cas certains le savent, la psychanalyse doit aussi s'occuper de la terreur. Oui, bien sûr, la terreur des guerres, des bombardements, des tremblements de terre, et puis aussi parfois les événements de sphère privée, familiale. D'ailleurs, Philippe Réfabert peut nous en parler. Oui, Zoé, ce sont des situations que Sandor Ferenczi a appelées le meurtre d'âme. Alors, l'agresseur fait comme si de rien n'était, et l'enfant est lui-même obligé de ne pas voir le crime qu'il a subi. Oui, Zoé, moi aussi j'ai été terrorisé. Tu te souviens, j'avais des crises d'angoisse, des crises de panique. Je t'assure, Zoé, c'était hallucinant. J'avais l'impression que je pouvais mourir d'une minute à l'autre. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui déclenchait ces crises? C'était quand je respirais des odeurs chimiques un peu comme l'éther. Et là, à force d'en parler avec toi, je m'étais souvenu que j'avais été hospitalisé à l'âge de 4 ans pour une appendicite et que le médecin m'avait fait très peur. Et alors, au moment où on en parlait tous les deux, moi je faisais des cauchemars mais terribles, où j'étais attaqué par un personnage avec un masque effrayant. Tu sais, un peu comme au Moyen-Âge, les médecins de la peste qui avaient un masque quand ils se prenaient en ville. Et moi, quand je me réveillais, j'étais trempé de sueur, terrorisé. Et à ce moment-là, j'ai revu les scènes de moi, petit garçon, et je crois que oui, j'ai ressenti un peu ce sentiment d'être menacé, sans défense, face à quelqu'un qui a tout pouvoir sur moi. Peut-être. Ça a rappelé, comme tu le dis souvent, les vieilles histoires. L'arrière-grand-mère agressée enfant, les choses terribles de la guerre. Mais aujourd'hui, ces crises d'angoisse, elles ont totalement disparu. Mais Clément, parfois c'est plus larvé. Certains patients, certaines patientes ont peur tout le temps pour des choses qui paraissent banales, anodines. Et eux aussi, ils mettent en scène des dangers auxquels ils ont été confrontés. Alors, ce sont des patients, des patientes qui hésitent pour tout. Demander un chemin, une augmentation, dire leur ressenti, savoir ce qu'ils veulent. Ça peut même aller jusqu'aux phobies.
Et par exemple, tu vois, le vertige, parmi des tas de possibilités, ça peut être des gens qui ont senti le sol se dérober sous eux parce qu'ils avaient des parents pas fiables. Souvent, les gens déplacent à leur insu l'origine de leur peur sur quelque chose de beaucoup moins grave. On peut écouter Jacques Lacan. Moi, je dirais que pour combler quelque chose qui ne peut se résoudre au niveau de l'angoisse intolérable du sujet, celui-ci n'a d'autre ressource que de se fomenter un tigre de papier. Et à ce moment-là, l'analyste et l'analysant vont chercher ensemble quel tigre réel se cache derrière le tigre de papier. D'ailleurs, en écho avec les concepts élaborés par les analystes, enfin, du moins ceux qui prennent en compte le trauma, des spécialistes des neurosciences ont identifié le processus du clivage. Regarde Clément le cerveau. Il y a entre autres deux circuits. Le circuit du cerveau cortical, c'est le cerveau rationnel qui réfléchit, et plus bas, à l'intérieur du cerveau, le cerveau émotionnel sensoriel dans l'hippocampe et l'amygdale cérébrale. Ce qu'on pourrait dire, Clément, c'est que le trauma, la terreur, devant le danger, ça agit comme un hachoir qui fait disjoncter tout le cerveau. Je dis le mot hachoir parce qu'il s'agit de trauma grave. Tu sais, Clément, il y a 4 situations. Alors, la première, c'est quand tout va bien. Tu vois, où à ce moment-là, les deux cerveaux sont en phase. Alors, bien sûr, il peut y avoir des peurs. Mais s'il y a quelqu'un qui est là, qui peut donner des explications apaisantes, eh ben, les deux cerveaux restent en phase et le cerveau cortical peut apaiser le cerveau émotionnel. Mais, deuxième situation, quand il y a un trauma grave, alors à ce moment-là, les deux cerveaux disjonctent, le cerveau cortical ne peut plus apaiser le cerveau émotionnel et le sujet ne peut plus réfléchir, il ne peut pas comprendre ce qui se passe et il reste juste les émotions, les sensations qui tournent en boucle à l'intérieur du sujet. Alors, tu vois Clément, là il y a deux possibilités pour plus tard. On a vécu ça sur le moment et après. Ou bien, plus tard, les gens oublient complètement ce qui s'est passé et il ne reste que les sensations de peur qui peuvent se déclencher sans crier garde, déclenchées par des choses anodines, et ces émotions restent enquistées. Ou alors, au contraire, plus tard, les gens peuvent être dans une situation très différente, où les gens se souviennent, mais sans aucune émotion. Et ils peuvent être amenés à raconter avec distance, de façon détachée, en étant complètement coupés des émotions. Et là, le cerveau cortical, il fonctionne tout seul. Pour revenir à la psychanalyse, le clivage, on pourrait dire que c'est tout simplement ce que les gens ont trouvé comme stratégie de défense face au trauma, à la peur du danger. On pourrait même parler d'anesthésie. Dans ces cas-là, tu veux dire que c'est comme si les gens, ils s'autopsychaient à un anesthésiant quelconque, chacun le sien. Et là, c'est même pas peur, ou peur de rien. Clément, on pourrait dire comme ça. Zoé, redis-moi, quand est-ce qu'on peut vraiment parler de trauma? Je te propose de demander à Françoise Davoine. Oui,
Le trauma, c'est voir la mort en face, et ce d'autant plus qu'il n'y a personne qui atteste de la gravité du danger, et où, en plus, souvent, on se retrouve trahi par les siens. Alors moi, si je comprends bien, le trauma, c'est on est en danger de mort, on a peur, on est seul, et en plus, souvent, on est trahi. Longtemps, la psychanalyse n'a pas voulu considérer le social, ni les guerres, ni la misère, ni la honte sociale. Mais évidemment, Clément, le gros des traumas, c'est la sphère familiale. Et là, c'est très compliqué, parce que si c'est un proche qui est la cause du trauma et qui fait semblant de rien, et bien là, le crime, il est caché et occulté. Ça, c'est vrai, les proches, ça doit nous protéger. Et alors, s'ils nous agressent, et qu'en plus, ils le reconnaissent pas, ça, c'est vraiment la double peine. Et même, ça peut être pire que ça. Il y a Pierre Aulagnier qui dit des choses très fortes à ce sujet. Oui, les enfants ont parfois à affronter la haine, voire un désir de meurtre contre eux. Car dans le combat entre la vie et la mort, entre Eros et Thanatos, chacun est devant un choix, celui de préserver la vie ou non. Dans certaines familles, préserver la vie à l'intérieur de soi ou chez un enfant, ce serait ni plus ni moins un crime de lèse Thanatos. Dans cette configuration, c'est le droit à l'existence de l'enfant qui est en jeu. Mais parfois aussi, on ne peut pas parler ni de rejet ni de haine, mais plutôt d'une tentative de désinvestissement où la relation entre la mère et l'enfant devient une relation entre deux robots. Le robot nourrissant et le robot avalant. Si la vie s'est préservée, c'est sans doute que le deuxième robot, l'enfant, a bien pu trouver à ses côtés quelques vivants non robotisés qui lui ont donné quelques points d'ancrage. Mais face à la catastrophe psychique que représente une telle relation, l'enfant ne peut s'accrocher à ses bouées qu'à condition de ne jamais percevoir, savoir, se rappeler les raisons du naufrage dans lequel il a failli périr. Le déni, c'est donc ça. C'est être empêché et s'empêcher de se rappeler des dangers vitaux précédemment encourus. Alors Zoé, est-ce qu'on s'en sort de ça? Oui, je dirais, il faut rencontrer quelqu'un qui voit le danger et qui se fasse témoin. Ou bien c'est dans l'enfance. Et là, ça revient à ce dont on a déjà parlé dans l'épisode « Qu'est-ce qui vous a sauvé la vie ?» Ou alors, plus tard, c'est rencontrer un thérapeute qui se fasse témoin, qui se batte aux côtés du patient ou de la patiente, qui puisse miser sur ses capacités créatrices. Et enfin, alors, on va pouvoir oser voir le danger et ensuite en sortir. Mais tu sais, Clément, je dois dire que ce sont des moments très délicats dans l'analyse. Parce que parfois, la peur des représailles, les conflits de loyauté, le poids du passé transgénérationnel, ça empêche de sortir de ces peurs. Pour oser voir le danger et en sortir, il me semble qu'il y a 3 choses à faire. Alors, d'abord, devenir clairvoyant. Ensuite, saisir toutes les occasions de rencontres, de changements qui passent à notre portée. Et il faut enfin qu'il y ait quelqu'un qui confirme nos capacités à faire face au danger et qui confirme notre droit légitime à vivre en sécurité. Et que ce quelqu'un, il le
valide. Bon, voilà un épisode où il me semble qu'il y a des notions qui peuvent vraiment aider beaucoup de gens. Merci à tous les psychanalystes qui sont venus nous aider pour cet épisode. Et puis ben voilà, n'hésitez pas donc à nous suivre sur le site outildussoin au pluriel.fr ou sur YouTube. Et puis à bientôt. Au revoir.